Épisode 303. 303, ça me fait penser à un modèle de Peugeot. Mais, sauf que la marque de Sochaux n'a jamais produit de Peugeot 303. Elle existe sous forme de maquette. Enfin, ça, c'est une autre histoire. Évidemment, c'est pas de ça dont on va parler aujourd'hui. Cette semaine, c'est avec notre ami Picaboo au pays du vin et Thierry au pays du chocolat et des banques que nous passons une soixantaine de minutes ensemble. Ils ont compilé quelques infos sorties des sentiers battus. C'est ainsi qu'on reparle des AirTags d'Apple, mais en version open source. Mark Zuckerberg veut aider les créateurs de contenu en leur donnant des outils sur Facebook et Instagram. Disney franchit une étape de plus dans l'art de l'animatronique avec son projet Kiwi. On reparle du CES, mais en édition 2022, de ce grand rendez-vous technologique. N'hésitez pas à réagir, à partager ou à commenter cet épisode. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore le cas. Bonne écoute, comme toujours. Bonjour Thierry, bonjour Picaboo, comment allez-vous? Thierry d'abord peut-être. Bonjour vous deux, je vais super bien et je suis navré de faire que cet enregistrement démarre en retard. C'est pas bien pour un Suisse, c'est la ponctualité qui va normalement avec notre nationalité. Voilà, c'est ma faute, ma très grande faute. Ceux qui nous écoutent en différé, comme la majorité d'ailleurs des gens en podcast, s'en moquent complètement. Mais on a une demi-heure de retard, voilà, il faut le dire comme c'est. Ouais. Donc on a eu le temps de bavarder. Avec Picaboo, par exemple, qu'on n'a plus entendu depuis un petit temps maintenant. Comment vas-tu ? Bonsoir, ça va bien ? Mais oui, ça va bien. Oui, non, mais ça va très bien. J'ai pris un peu de temps entre les deux épisodes parce que voilà, trop de charges de travail, machin, etc. Voilà, donc je suis content d'être là. Voilà. On est content d'avoir aussi il y a plein de choses à dire. Il y a plein de choses. On va d'ailleurs pas trop traîner pour les dire, ces choses, puisqu'on a un programme relativement chargé, une fois de plus, pour cet épisode 303. On salue Toumoisi59, Sébastien Boireau, Gumdog des Landes, Engris Boy ou encore Pierre Laure, 5 de nos auditeurs qui ont laissé des commentaires, ça et là. Il y en a bien plus, évidemment, on les salue également, mais on ne peut pas citer tout le monde, vous le savez. C'est comme ça, c'est difficile, c'est dur, mais c'est comme ça. Mais on vous lit, on lit vos commentaires et souvent on répond aussi quand ça s'y prête. Merci à vous. On entame directement notre abécédaire. Avec la lettre A comme achat en ligne, on va parler avec Picaboo de la taxe. Ça y est, c'est fait. Ils ont trouvé le moyen de faire des sous. C'est ça, ils vont faire encore plus qu'avant et avec certitude quasiment là, c'est quand même ça, puisque si vous avez l'habitude de commander en ligne, en particulier dans des pays hors Europe, vous savez que quand vous commandiez dans les pays hors Europe, si la livraison était inférieure à 22 €, d'où le petit titre que j'ai mis avec ma liste en dessous, 22 €, jusqu'à 22 €, vous ne payez pas, ça n'était pas obligatoirement déclaré en TVA. Et donc, vous ne payez pas forcément la TVA de la part... le vendeur ne vous le faisait pas appliquer. Voilà. En particulier les pays chinois, la Chine, les pays asiatiques, etc., qui souvent vous envoyaient du petit matériel et ce genre de choses, en se débrouillant pour que ça soit du petit matériel qui n'a pas beaucoup de frais d'envoi, soit du matériel qui vont diviser en plusieurs paquets, et donc ça génère des frais d'envoi minimum, on va dire. Ouais. Mais à partir du 1er juillet de cette année, donc de 2021, la France va changer sa réglementation et obliger les sites d'e-commerce à déclarer donc cette TVA, puisque la réglementation maintenant change à partir du 1er centime acheté. Donc vous paierez la TVA, donc les 20% supplémentaires sur vos petites emplettes sur les internets, ce qui veut dire que quand vous êtes à un achat à 10 €, ça va encore, vous paierez 2 € de plus, mais quand vous allez acheter un matériel qui en vaut 1000, ce sera déjà plus dur à avaler, on va dire ça. À côté de ça, il faut éviter... Oui. C'est assez logique en même temps, enfin je veux dire, c'est ce qui était totalement illogique, c'est de recevoir, quand tu faisais une commande avec un montant un petit peu élevé, de recevoir 12 enveloppes. C'est ça. Voilà, c'était un peu particulier aussi, cette histoire-là. Ah bon, là je dis pas que c'était pas logique, c'est que c'est pas logique maintenant. Mais bon, faut reconnaître que c'était un petit avantage pour récupérer certaines petites choses à moins cher que ça ne l'est, ou que ça ne l'est encore, ou que ça le sera bientôt encore en Europe ou en France. Puisque ça ne concerne en l'occurrence que la France, ce que je dis là. Ça ne concerne que, alors,
faut être précis, parce que j'ai eu une question cet après-midi, j'en ai discuté avec quelqu'un d'autre, et il m'a dit, mais j'ai pas vu ça, mais en Europe, il n'y a pas de loi, etc. Alors oui, c'est une loi française qui va s'appliquer pour tous les produits que vous achetez hors Europe. Voilà, faut être précis. C'est-à-dire que vous, en Belgique ou en Suisse, a priori, vous n'êtes pas concerné par ça. Je ne sais pas comment est la réglementation chez vous, comment ça fonctionne. Alors, c'est une fort bonne question. Alors, pour la Suisse, je laisserai Thierry répondre parce que c'est toujours très particulier, la Suisse. Hein. La Belgique aussi, ceci dit, mais nous, on est en Europe quand même. Donc, a priori, on va suivre la France sur cette histoire-là. Ça va pas durer très longtemps non plus. Ceci étant dit, certains opérateurs, je pense que c'est AliExpress, si je ne dis pas de bêtises, ont installé des stocks et installent des stocks sur le territoire européen. Il faudrait savoir si là, il va y avoir des taxes à payer ou pas, du coup, tu vois, puisque ça reste territorial. Enfin, Gearbest, Alibaba, etc. ont commencé à installer depuis quelques années ou depuis quelques mois des entrepôts en Europe, ce qui permet d'ailleurs d'avoir des livraisons plus rapides. Après, à savoir comment va être géré vont être gérés ces envois donc depuis des pays étrangers en Europe ou en France ou en Belgique, enfin voilà, et comment ça va être taxé, ça c'est une autre question. Je ne sais pas. Oui, effectivement. Thierry, à l'aide, la Suisse, qu'est-ce qu'elle va faire du coup La Suisse est pile au milieu de l'Europe. On a les accords bilatéraux, mais on n'est pas dans l'Europe, donc on veut les avantages sans les inconvénients. Et nous, eh bien effectivement, que ce soit AliExpress, Geek et Gearbest et tous ces sites, effectivement, passent par la case douane, TVA. Et la particularité de notre pays, c'est que c'est à hauteur de 66 francs ou 65 francs. Au-delà de cette somme, effectivement, l'application de la TVA se fait. Et là où ça fait mal, c'est que si tu dépasses de 1 ou 2 francs, l'application de la TVA t'est facturée. Enfin, elle est effectuée, elle t'est facturée. Mais la TVA, ça c'est le tout petit bout du gâteau que tu vas payer, puisqu'effectivement, la poste ou le transporteur qui va te facturer la TVA va te facturer les frais d'application de la TVA. Donc on se retrouve à payer peut-être 1, 2 francs de TVA si la somme est très basse, mais on va se payer 15 à 20 balles juste pour appliquer ces 1 franc. Donc ça fait mal. C'est pas très très cool, et ça nous rappelle qu'on n'est pas dans l'Europe, et voilà. Enfin, tout ça, de manière plus globale, payer le juste prix et participer aussi à l'économie nationale de nos différents pays, ça se justifie aussi. À un moment donné, les passe-droits, ça va bien, surtout quand c'est pour faire du business avec les Chinois, en l'occurrence. Voilà, s'il y a moyen de s'en passer, voilà. Tu voulais rajouter un truc. D'après le directeur des douanes de France, donc de la France, ils avaient avant des déclarations de frais de douane d'équivalent à 15 millions d'euros par an. Là, ils comptent sur 450 millions d'euros avec ça. Ce qui va faire effectivement entrer des sous dans les caisses. Bah oui, c'est ça. C'est ce qui est assez logique à un certain niveau. Voilà. Donc vous voilà tous et toutes prévenus. Et ça va vous coûter un petit peu plus cher d'acheter. Alors réfléchissez bien à ce que vous achetez, parce que s'il y a moyen d'acheter local, c'est peut-être pas plus mal aussi, hein, si ça existe. Donc ça va peut-être aussi relancer le marché local, du coup, pour certaines choses. Quitte à payer le prix, hein, autant acheter de la qualité. On passe à la suite. Avec la lettre C comme CES, vous le savez, c'est un sujet cher à Thierry, qui était un petit peu, lui c'était ses vacances annuelles, c'était sa petite escapade à Las Vegas, et cette année-ci il en a été privé, ce qui fait qu'il n'est pas content. Alors quand il y a des bonnes nouvelles, du coup il fait des petits bonds sur sa tyrolienne, et il s'est dit youpi, je vais pouvoir y retourner, et je vais pouvoir il faut bien le dire, faire la promotion des produits suisses du coup, mais au CES. Oui, ça m'a même permis d'échanger avec quelques exposants suisses à l'annonce de ce communiqué de presse qui nous est arrivé là il y a quelques heures, moins d'un jour en fait. Alors on enregistre cet épisode puisque ça y est, le CES, dans le même communiqué de presse assez indigeste, assez conséquent en matière de contenu, nous raconte qu'ils sont super heureux, super contents de l'édition 2021.
Donc ils se contentent de peu, hein, nos amis de la CTA, parce qu'effectivement, discussion faite avec des visiteurs comme avec des exposants, c'est une année de M, hein, il faut appeler un chat un chat. Ça n'a pas marché, et toutes les mauvaises langues dont je fais partie disent tous la même chose. C'était fait exprès pour qu'on regrette la version en présentiel. Et ça y est, c'est annoncé. 2022, le CES aura bien lieu, mais en hybride. C'est le mot à la mode. Ça veut dire qu'il y aura toujours effectivement du live, toujours effectivement de quoi se connecter à distance, de suivre tout ça. Alors, je suis curieux de savoir si ça, pour le coup, ça va s'améliorer. Mais on nous vend l'idée que toutes les mesures vont être mises en place pour accueillir du monde physiquement. Alors tout de suite, moi, la première question que je me suis posée avec mes amis du 6-4-Tech, le collectif qu'on a créé et qui, comme ça, accompagne des entreprises à visiter le CES pour la première fois, on s'est dit, mais comment ils vont faire, sachant qu'un CES généralement réunit plus de 180 000 personnes. Alors peut-être qu'ils vont baisser la voilure, peut-être qu'ils vont imposer effectivement des quotas. Là, de nouveau, si je joue la mauvaise langue, j'ai envie de dire, j'y crois pas trop. Je pense pas qu'ils vont freiner comme ça un business qui fait tourner Las Vegas à fond, hein. On en avait parlé dans d'autres épisodes. Toute la ville de Las Vegas avait communiqué de façon vraiment très très smart en disant CES, we miss you, puisqu'effectivement, pas d'hôtel, pas de casino, pas de business, pas de tourisme, parce que même si c'est que 4 jours, enfin moins d'une petite semaine, ça génère beaucoup d'argent. Voilà. Et puis, pour la petite histoire, je me suis enquéri de regarder avec ma voyagiste, parce que j'adore faire plein de choses sur Internet, mais réserver un vol d'avion, jamais de la vie. Je préfère faire ça à des professionnels. Et elle m'a dit, écoute, c'est simple, on a une vision de 2 semaines. Voilà, donc acheter mon billet pour janvier 2022, c'est pas pour tout de suite. Voilà. Oui, c'est ça. Donc autant à patienter un petit peu, d'autant qu'il n'y aura pas foule. Ouais, je suis dubitatif. Je sais pas si cette édition va vraiment avoir le lieu, mais d'un autre côté, je vois que les États-Unis avec Biden ont sacrément mis un coup de cravache. Je discute avec quelques Américains dans certains États. Je vois que, par exemple, en Californie, ça a vraiment bien bougé. Il y a beaucoup de choses aussi du côté de New York, où là, vraiment, l'accent a été mis sur l'efficacité. Mais en même temps, les cas continuent à augmenter. C'est pas parce qu'on est vacciné qu'il faut plus prendre de mesures. Il faut, voilà. Bien sûr. Ouais. Puis on a tous déjà discuté, on va pas le remettre ici, mais les variants, etc., des choses qui font un peu peur, il faut le reconnaître, et qui sont pas très rassurantes sur le long terme. Par contre, les voyages en avion, moi j'ai appris un truc, je fais juste une parenthèse, le MIT, enfin des chercheurs du MIT, ont mis en place un outil qui n'est qu'un outil, hein, c'est pas statistique, c'est pas, voilà, c'est juste une intelligence artificielle, je crois, qui recalcule le risque pris dans certaines conditions. Donc on lui donne des paramètres, on lui dit voilà, je suis dans une salle de spectacle avec 200 personnes, il y a un type dedans qui est malade, après combien de temps je vais être moi aussi malade si je ne porte pas de masque, si je parle avec lui, si je chante, machin, etc. Et donc ils ont comme ça toute une grille de résultats, ils ont fait le calcul pour les avions. Alors c'est assez étonnant, tu peux passer 2 jours dans un avion, si tu portes quand même un masque, dans un avion avec quelqu'un de malade, si tu portes un masque, 2 jours, sans prendre le risque d'être, d'après ce modèle mathématique évidemment, sans prendre le risque, et sans masque, tu tiens 3 heures. Tout ça pour dire que la ventilation dans les avions est très filtrée, très, très réfléchie, etc., depuis très longtemps, et que donc, voilà, l'avion, c'est peut-être l'endroit le plus sûr pour voyager aujourd'hui, manifestement. C'est le nouveau slogan d'Air France, l'avion, l'endroit le plus sûr sur Terre. Oui, c'est ça, c'est assez original. Oui, c'est ça. Ça donne envie de retourner en Australie, du coup, 24 heures d'avion. passer du temps dans l'avion. Mais voilà, tout ça pour dire, je chercherai un petit peu Google et votre ami pour le coup, pour voir d'où vient cette info, et vous la jugerez sur pièce. De nouveau, c'est pas basé sur des recherches particulières, c'est juste un outil mathématique qui calcule en gros la prise de risque dans ces différents cas de figure. Je sais pas si Picaboo a un truc à rajouter sur le CES ou sur ce que je viens de dire ou pas. Non, je trouve juste que c'est bien qu'ils éliminent pas les conférences et les rencontres et les salons comme ça de façon
unilatéral parce que soi-disant ça a marché une fois ou parce que voilà. Ouais. Je trouve que c'est comme quand on va acheter une voiture ou quand on va acheter un machin, il faut tester le produit, il faut le voir, il faut le toucher. Et pour moi, c'est indispensable que ce genre de salon puisse permettre aux gens d'aller tester les produits, les voir en réel, etc. Parce qu'on peut toujours maintenant faire tout ce qu'on veut avec des images, expliquer tout ce qu'on veut, etc. Donc bon, autant les voir en vrai. Voilà. Oui, c'est ça. En vrai. Alors, le virtuel, je pense qu'on avait déjà un petit peu parlé de ça il y a quelques temps maintenant, si tu t'en rappelles bien, Thierry. Ne pleure pas, ça va aller. C'est que... Merci les graminées, je suis sujet au rhume des freins, voilà. Toi aussi. Si jamais vous explosez vos oreillettes, c'est parce que je vais éternuer, voilà. c'est que effectivement, le virtuel, c'est très très bien par le côté instantané. Voilà, nous on a par exemple ici pour enregistrer un podcast à distance de la Suisse, entre la Belgique, la Suisse, la France, c'est super pratique et tout ce qu'on veut. Il y a une part de magie là-dedans qui est voilà, c'est une opportunité. Ceci étant dit, très honnêtement, c'est vrai qu'on aurait une autre relation et un autre discours, enfin ce serait le même discours, mais la forme serait sans doute différente si nous étions tous les trois réunis dans la même pièce à boire un coup en mangeant du saucisson. Faut être honnête. C'est clair. Mais justement, je te corrige, je l'ai déjà fait à d'autres reprises. Moi, je n'utilise pas le terme virtuel parce que ce qu'on est en train de faire, comme voir un produit à distance, est bien réel. C'est en ligne. Effectivement, je pense que faudrait qu'on arrête d'utiliser le mot virtuel parce que ça a quelque chose de concret. Là, on est en train de construire une émission. Chacun de nous trois est dans un lieu physiquement, effectivement, distant. C'est vrai que le saucisson plus la binge, ça passerait bien. Ça, c'est clair et net. Ça se ressentirait au niveau ambiance. Là, je suis à l'eau, donc voilà. Ça. Mais c'est quelque chose quand même de très concret. Et pour avoir discuté avec des exposants du CES qui sont allés au CES à leur façon dans cette édition 2021, ils nous ont dit, bah oui, on a fait moins de business parce qu'effectivement, comme le dit mon collègue, le concret, la visite physique, le palpage des produits, serrer des mains, rencontrer quelqu'un par hasard, c'est quand même pas mal. En tout cas, moi, c'est pour ça que j'aime l'expérience CES. Ouais. L'expérience, le hasard de la rencontre, sont des paramètres qui doivent rentrer en ligne de compte aussi, qu'on n'a pas là, il faut le reconnaître aussi. Ouais. Bon, allez, on passe à la suite. G, la lettre G, on va voir les Game Boy, Thierry, mais une Game Boy qui a vieilli, qui a grandi, qui est adulte maintenant. Oui. D'ailleurs, il faut plus qu'on l'appelle une Game Boy. J'ai trouvé cette news quand même. Ça aurait pu être un oui mais non, mais en même temps, il y a quand même une jolie petite prouesse derrière. Donc, c'est pas la Game Boy, c'est la Game Man. Pourquoi ? Parce qu'elle a grandi. Donc là, vous serez obligé d'aller regarder sur vos YouTube préférés, puisque là, on dirait une toute petite main qui tient cette immense Game Boy. Pour le coup, elle a un écran couleur. Elle a respecté l'agencement des touches, mais le boîtier, il est juste énorme. On est presque autour des 30 cm. Alors pour raconter ce qui a pris ce développeur de donner vie à cette Game Man, c'est l'amour du jeu vidéo et l'amour de la bricole, puisqu'il a imprimé en 3D un boîtier bien plus grand. Il y a mis un écran qui a rien à envier. La photo rend pas vraiment honneur à la qualité de l'écran. Puis pire encore, on peut la connecter à un téléviseur et il raconte que voilà, les jeux qu'on peut installer n'ont plus rien à envier à ceux de l'époque de la Game Boy. Donc on pourrait imaginer pourquoi pas crâner avec sa Game Man, avec des jeux actuels, avec des jeux qui peuvent concurrencer la Switch par exemple. Moi je suis pas gamer, mais j'ai trouvé la prouesse électronique, technique et physique assez marrante, puisqu'il a respecté effectivement les proportions et il a construit de toutes pièces. Allez voir sur internet, il y a une vidéo qui vous montre tout ça. Moi j'adore ce genre de contenu et puis j'adore voir l'innovation qui comme ça s'invite au détour d'une idée folle. Je sais pas si l'éditeur des jeux vidéo et le constructeur de cette console a repéré la chose, mais là, moi, je serais à sa place, j'irais lui serrer la pince ou en tout cas, lui faire remarquer que c'est bien drôle. Ouais. J'ai creusé un petit peu. Alors le YouTuber en question, Gumpy Modeler, fait des modèles en 3D. C'est une la principale raison de sa chaîne YouTube. Il a également sur un autre site donné toute la liste du matériel, les mesures, les fichiers, etc. Tout ça. Donc Picaboo, qui est un adepte
modèle de l'impression 3D pour voir s'y coller s'il a envie. D'ailleurs, il se propose d'en fabriquer une chacun, si jamais. Ouais. Ah non, je devais pas le dire. Excusez-moi. Ceci étant dit, le fameux Gumpy Modeler indique quand même que la console est pas fonctionnelle en tant que telle, c'est-à-dire que c'est très difficile elle est pas étudiée pour jouer, elle est plus étudiée pour montrer qu'autre chose. Picaboo, c'est le genre de truc, toi, tu te prêterais à ce jeu-là, toi, te connaissant bricoleur comme t'es, hein? Oui, tout à fait, oui. Bon, moi, j'avais même tenté il y a quelques années de me faire une bande d'arcade. C'est un peu le même principe d'ailleurs, hein. C'est ni plus ni moins que ça. C'est-à-dire que là, il a réussi à mettre dans une petite boîte une carte électronique qui va permettre de faire une émulation pour des jeux qui sont des jeux qu'on trouve ou que vous avez déjà, ou je vous le souhaite. Mais effectivement, la question qu'on peut se poser, c'est jusqu'à quel niveau il peut aller sans se faire taper sur les doigts par les éditeurs des jeux en question et surtout par Nintendo, qui est en général pas une boîte qui sait se faire. Ils aiment pas trop ça. C'est pour ça que je faisais référence à eux sans les citer, parce qu'ils sont normalement très très pointilleux. Mais je trouve quand même que c'est une belle, c'est un joli pied de nez, quoi. C'est comme celui qui se met à transformer sa Nintendo pour miner du Bitcoin. C'est strictement inutile, mais c'est super beau comme prouesse, parce que chapeau, il la connecte au Wi-Fi, il lui fait calculer des Bitcoins, et tout ça tient dans un appareil qui a des dizaines d'années maintenant. Ouais. La Game Boy, c'est aussi parce que c'est un truc un peu emblématique, hein, la Game Boy, c'est voilà. Et donc du coup, quand on touche à la Game Boy, forcément, ça parle à énormément de monde. Ça c'est clair. Oui, moi, je me rappelle. Mythique, hein. Oui, c'est mythique, oui. C'est comme les Game & Watch à l'époque. Hein. Bien sûr, et je me rappelle il y a quelques années où quelqu'un avait fabriqué simplement une table en bois, mais sous forme de Game Boy, mais géante pour le coup, sous forme de table, et s'était amusé à faire ça, et ça avait un rendu, un cachet incroyable. Évidemment, votre épouse ou votre copine ne doit pas beaucoup apprécier ce genre de truc. C'est vraiment des trucs de gamins attardés comme nous sommes, mais moi ça me fait rire. Soyons très honnêtes, ça me fait rigoler, mais c'est bien pour dans notre bureau, vous voyez les gars, hein. Voilà. C'est pas à la maison, pas à la maison. Ceci étant dit, je voudrais pas non plus me faire attaquer sur ce terrain-là. Je pense qu'il y a des demoiselles qui ont bien aimé aussi la Game Boy, malgré son nom, et pour qui ça représente aussi quelque chose. Donc voilà. C'est bonne pioche, c'est un objet culte intéressant qu'on vous conseille. On va pas le manger de kiwi, mais on est allé être K comme kiwi, avec un projet assez fou, parce que c'est quand même, ce sont des gens déjà qui sont un peu foufous sur les bords, et qui font ce qu'on appelle des objets animatroniques. Je suis retombé sur ce mot-là parce que j'en avais parlé avec des gens justement chez Disney, chez Disneyland Paris, parce que dans le parc, dans tous les parcs Disney, il y a des personnages animés, etc. Et il y a des gens qui sont spécialisés là-dedans, animer des personnages pour qu'ils aient l'air réels, etc. Et c'est de ça dont il est question, Picard. Ouais. Et il y a, alors c'est en l'occurrence c'est Disney dont on parle là, puisque c'est Disney qui depuis à peu près 3 ans développe pour justement améliorer ses animatroniques, passer à une autre échelle, on va dire de l'animation. C'est de l'animation robotisée, mais c'est ça quand même, parce que leur souhait était de pouvoir faire en sorte que ces animatroniques, qui pour l'instant étaient quand même cantonnés quand on va dans les Disneyland, etc. On peut pas toucher à ces éléments. Ce sont des choses qui bougent, qui interagissent plus ou moins, mais c'est toujours préprogrammé. Il n'y a pas vraiment un échange, voilà. Et leur but a été de lancer une équipe de leur secteur R&D, recherche et développement, donc pour dire qu'est-ce qu'on peut faire et jusqu'où on peut aller en termes de qualité de contact avec le public. Et donc, ils ont lancé un projet qui s'appelle la plateforme Kiwi. Cette plateforme, elle a comme but d'amener, de développer des technologies d'abord pour créer un robot. Alors, c'est un robot qui sera relativement programmable, mais qui va être programmable avec une certaine partie. Alors, j'aime pas le mot intelligence artificielle, mais partie algorithme.
qui lui permettra l'interaction avec le public. Ce qui fait que ce robot sera lâché, c'est le but affiché, dans les parcs, pour pouvoir, c'est pour ça que j'avais mis ce titre-là, aller serrer dans ses bras les enfants, etc., avec la possibilité éventuellement de discuter, de faire des grimaces, etc. Il y a des haut-parleurs, il y a tout un tas de choses. Ils ont développé tout un tas de technologies, des brevets, etc., en particulier, par exemple, le squelette du petit robot. Alors aujourd'hui, la forme sous laquelle vous allez le voir, si vous allez voir l'article, ou si vous allez voir les vidéos qui sont dans cet article, c'est Groot. Donc Groot, qui est un des héros des Avengers, etc. Très rigolo et parfait pour les enfants. C'est absolument le personnage qui va les amener à s'approcher, on va dire. Et sur les premières versions, donc là on est sur 3 ans de développement, on voit un peu l'avancement en termes de développement qu'ils ont eu et la façon dont ils ont développé ça. Et sur cet avancement, on voit quelques technologies, en particulier sur la jambe du personnage, qu'ils ont mis en œuvre. Alors, ils expliquent dans l'article qu'ils ont mis en œuvre surtout un squelette qui est particulier, qui est creux à l'intérieur, pour plusieurs raisons. D'abord, les raisons de poids, ce qui leur permet d'économiser énormément en énergie, ce qui leur permet d'économiser pas mal en termes alors pas d'économiser, mais de ventiler le robot. Puisque sur ce robot et sur l'ensemble de son squelette, ils ont réparti tout ce qui était l'électronique. Donc, ils ont développé des cartes informatiques qui permettent de faire fonctionner le robot. Donc, vous avez des morceaux de cartes qui sont répartis un peu partout sur le robot, sur les jambes, sur les bras, etc. Évidemment, le robot est habillé, donc vous ne le voyez pas. Il y a des capteurs un peu partout qui traînent. Et puis, toutes les articulations, par exemple, ils ont développé un système d'articulation qui se passe d'engrenage. Alors, c'est très flou en termes d'explication. Le journaliste qui a été voir ce robot est resté encore relativement flou, même s'il explique un peu le fondamental. J'ai pas réussi à comprendre le fonctionnement des articulations, mais visiblement, il se passe d'engrenage. Et ils ont développé un système qui permet, avec simplement des fibres, d'articuler d'articuler les articulations, c'est le cas de le dire, du robot. Et ce qui fait qu'ils arrivent, avec pas mal de développement, etc., à avoir un robot qui est autonome. Aujourd'hui, sur les vidéos, il est encore branché parce que ils le tiennent encore par la programmation, on va dire. Donc, il y a encore un fil qui traîne derrière. Donc, en termes de programmation, c'est tout ce qui traîne. Mais il est autonome et il se promène tout seul. Il a une démarche qui ressemble quasiment trait pour trait au personnage du film. Il a des mimiques au niveau du visage qui sont effectivement très très sympathiques et c'est presque c'est du dessin animé. Enfin, c'est pas du dessin animé, c'est du film, quoi. C'est-à-dire que, comme le dit le journaliste, on pourrait parfainement imaginer que un de ces jours, ce robot, ou cet animatronique, mais c'en est plus un, c'est maintenant un robot presque autonome, devienne un personnage et soit un personnage qu'on pourrait presque intégrer dans un film, quoi. Ouais. Donc c'est une plateforme qui est destinée à faire plus que Groot, mais tous leurs personnages dans leur parc. Voilà. Donc je pense à Michel et Micheline qui font tic et tac dans les déguisements, peuvent s'inquiéter pour leur boulot. Peut-être. À terme, ils seront peut-être remplacés par des robots, ce qui serait quand même un peu embêtant. C'était pourtant mal barré cette histoire. J'ai un petit peu cherché dans les archives, pas si lointaine que ça. C'était au mois de novembre de l'année dernière. Ils avaient montré un robot, mais ils l'avaient pas habillé, et ça a fait peur aux enfants. Et on comprend pourquoi, parce que c'est vraiment tout à fait dégueulasse. Et donc on est très non, mais il s'est bien brossé les dents, par contre. Oui, il a l'air d'avoir les dents propres. Alors effectivement, tu parlais d'interaction avec le robot. Là, pour le coup, l'interaction, elle était déjà là, hein, avec des capteurs, etc., qui pouvaient voir la personne en face, etc. Et surtout, un point de détail important dans tout ce qui est robotique de manière générale, c'est pas que la démarche, c'est aussi la démarche, c'est aussi les muscles, les mouvements, etc. Mais c'est le mouvement des yeux. Nous clignons des yeux. Et c'est le meilleur moyen pour reconnaître un extraterrestre ou un robot. Vous regardez s'il cligne des yeux. S'il cligne pas des yeux, comme Thierry Weber, par exemple. Je dis ça, je dis rien. C'est que c'est un robot où voilà. Et là, ils sont arrivés à faire en sorte que il y a des petites. C'est très naturel. Oui, c'est très naturel. Il y a des petits défauts en fait, hein, que l'œil vibre un petit peu, bouge un petit peu, et donc du coup, on a un petit doute quand même si on voit que c'est squelettique, que c'est pas habillé, qu'il y a pas de peau, etc. On se dit, c'est vraiment un robot. Ils sont pas encore arrivés à être
être totalement naturel. Donc il y a encore il y aura du boulot. On voit vraiment. Mais je pense que dans les mois qui viennent, ils vont arriver à détacher le petit monsieur le petit monsieur de son câble, et que on verra une présentation de lui, enfin ou d'un autre, totalement naturel et vraiment avec une bonne démarche, avec des mouvements qui seront naturels, etc. Et avec un visage qui sera un visage mignon ou méchant, ou je ne sais pas. Enfin voilà, ça dépendra du personnage qu'ils veulent lui faire jouer, quoi. C'est vrai qu'ils ont toute une gamme de personnages chez Disney dans lesquels on peut pas mettre de personnes, même de très petite taille, c'est pas possible. C'est très sectaire. C'est très sectaire, en fait, oui, c'est ça. Voilà. Mais ceci étant dit, ça fait de belles animations et c'est un métier formidable. C'est vraiment des artistes, les mecs qui font ça. C'est pas que des techniciens, il y a aussi tout l'aspect artistique derrière, ouais. Puis le choix du personnage, il est sympa parce qu'ils ont pris le mini Groot, puisqu'effectivement, c'est peut-être plus simple à le modéliser. J'étais persuadé que la citation qui m'est venue en tête en voyant ça était de ce film, les Gardiens de la Galaxie, mais en fait, le Vers l'infini et au-delà vient d'une autre production. Du coup, c'est pas Disney, je crois que c'est Pixar. Je sais pas si vous savez d'ailleurs. Oui, c'est les jouets, enfin Toy Story. Ouais. Voilà, bravo, c'est bien. Vous connaissez vos classiques, je suis rassuré. Non, mais c'est bien. Donc voilà. Bon, on a fait le tour de cette question-là, mais à mon avis, on n'a pas fini de parler de ce genre de choses. La lettre M comme mosaïque, c'est toujours Picaboo qui garde le micro pour le coup, pour nous parler, on parlait de 3D là tout à l'heure, d'un nouvel appareil, enfin je sais pas comment on appelle ça, enfin oui c'est un appareil, c'est un outil qui va permettre de faire de l'impression, mais avec plusieurs matériaux, c'est un accessoire, qui va permettre de faire de l'impression 3D, mais avec plusieurs matériaux. On avait déjà évoqué ça il y a quelques temps avec toi Picaboo, j'avais posé naïvement la question, tu m'avais dit oui c'est possible, etc. Ici on est devant un nouveau produit qui permet de le faire encore mieux. Voilà, tu vas nous expliquer. Alors, moi, il y a 7 ans, je crois, la société Mosaïque a lancé un petit projet qui était un projet de permettre aux imprimantes 3D, parce que ça, c'est l'impression 3D dont on parle, de permettre à une imprimante 3D qui n'a qu'une seule couleur à la base, de lui faire imprimer 4 couleurs ou 4 types de filaments par une seule buse. Et donc, ils ont lancé un Kickstarter à l'époque, et ils ont réussi ce Kickstarter, et la boîte à chaussures qu'ils ont sortie, qui a suivi ça, a fonctionné moyennement. C'était pas génial, il y avait pas mal de défauts, c'était pas encore tout à fait au point, etc. Bon. Et puis, il y a 3 ans et demi, ouais, ils ont sorti une deuxième version. Alors, ça s'appelle le Palette, en l'occurrence. Donc, il y avait le Palette, la première version, Palette 2, que j'ai encore, que j'utilise, voilà, que je connais bien. Et ce Palette 2, ils ont sorti aujourd'hui le Palette 3 et 3 Pro, comme il y avait le Palette 2 et 2 Pro, c'est pareil, c'est la même chose. Et ils ont sorti plein de choses à côté. Alors, je vais commencer par le Palette tout simplement, qui est une boîte qui fait une dimension raisonnable, mais une boîte à chaussures, on va dire, pour être clair. Ils ont mis un pied, parce qu'il n'avait pas de pied avant. Avant, c'était accroché au mur, où il y avait une espèce de pied en flex-up derrière. Là, dans cette configuration-là, de cette nouvelle version, ils ont mis un pied. Et surtout, maintenant, avant, la Palette 2 avait 4 couleurs possibles. Aujourd'hui, vous pouvez aller jusqu'à 8 couleurs. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous pouvez avoir une imprimante qui va imprimer jusqu'à 8 couleurs, 8 types de filaments par la même buse. C'est une technologie qui est au point, c'est-à-dire que c'est une technologie qui se base sur un algorithme de calcul et d'apprentissage de ce que fait votre imprimante. Alors je vais pas vous détailler ici, ça serait trop long. Moi-même, j'avais fait une explication de texte qui dure des plombes. Mais là, ce qu'on peut remarquer sur cette version-là, qui est sortie donc, qui a été annoncée il y a quelques semaines et qui sort dans les jours qui viennent pour le Palette tout seul dans son coin, c'est que en gros, il vous faudra débourser pour le Palette tout court, le Palette non pro. En gros, entre 4 et 500 euros, suivant l'endroit où vous allez l'acheter, il y a des promotions à différents endroits. Et le Palette Pro qui lui aura 8 couleurs, donc le Palette de base à 4 couleurs, le Palette Pro en a 8, et il faudra débourser jusqu'à 700 euros pour pouvoir l'avoir. C'est en gros, pour simplifier, un système, vous mettez 4 filaments ou 8 filaments, vous en sortez un seul qui est raccordé avec tous les petits bouts de filaments qui va bien, et l'imprimante récupère au moment qui va bien le bout de filament de la couleur qui va bien pour l'imprimer et avoir votre joli objet de toutes les couleurs ou de tout type de matériaux. Voilà un peu le principe
il faut aller voir, c'est très résumé ce que je vous dis, mais c'est ça. Mais c'est impressionnant. Enfin, moi, je viens de comprendre, en fait, parce que je prépare ces émissions quand même, hein, je le dis, mais je me dis, mais comment est-ce que ce machin fait et en fait, ça doit être amusant à voir, parce que il est synchronisé d'une manière assez pointue pour envoyer le bon filament dans la buse au moment où il doit couler cette partie-là du plastique, enfin du matériau. C'est impressionnant, quoi. C'est un apprentissage, alors ce qu'ils appellent les pings et les pongs. Donc d'un côté, vous avez les pings, les pings qui sont une information disant que l'imprimante a développé tant de filaments. Ça, c'est l'information directe imprimante que récupère l'ordinateur, enfin l'ordinateur, la carte mère du palette. Et le palette, de son côté, lui, génère des pongs, c'est-à-dire compare et génère les pongs qui sont en fait son métrage à lui de filament, et il essaie de faire correspondre les deux. Et au départ, c'est désynchronisé, et très vite, au bout de 2-3 essais, ça finit par se synchroniser. Et tout l'intérêt de la chose, c'est que c'est assez rapide à synchroniser, ça devient maintenant très stable et très fiable, à condition que votre imprimante elle-même soit fiable et stable. Voilà, et bien réglée, etc. Voilà, ça c'est la condition à côté. À côté de ça, et ça c'est plus pour les pros, et je vais en dire juste 2 mots, ils ont sorti 2 choses qui sont vraiment pour les entreprises, là. Ils ont sorti une imprimante qui regroupe ce système, et donc c'est une imprimante fermée, un caisson. Donc vous avez sur le côté 4 bobines possibles ou 8 bobines possibles, ça dépend de ce que vous choisissez, et c'est une imprimante tout en un, voilà, donc vous pouvez l'acheter. Tout le système est intégré. Cher, je vais pas vous donner le prix parce que vous allez avoir une crise cardiaque. Et vous avez à côté de ça, pour les entreprises, PME, PMI, etc., les gens qui auraient besoin de faire de la production, voilà, l'armoire stackable, c'est-à-dire que une armoire dans laquelle vous allez avoir 6 compartiments. Alors, c'est entre 5 et 6 compartiments. Vous pouvez mettre 4 ou 5 imprimantes et vous pouvez mettre l'armoire de stockage. C'est-à-dire que c'est un automate, en gros, qui va lancer les impressions. Quand l'impression est finie, il récupère le plateau, il sort le plateau, il va ranger le plateau avec l'impression dans une armoire. Et une fois que c'est fait, il va remettre un plateau pour que l'imprimante continue à imprimer et génère comme ça des dizaines et des dizaines d'impressions qui sont ensuite récupérables par un manutentionnaire qui va venir récupérer l'armoire, la remplacer, etc. Ça, c'est de la production de masse. Oui, c'est ça. On est sur un modèle industriel, là. Hein. Du coup, on sort du périmètre, on va dire, du do-it-yourself habituel, du maker, quoi. Mais c'est impressionnant. Ils sont passés d'un tout petit produit. Ils sont passés d'un tout petit produit il y a 7 ans à vraiment un truc industriel aujourd'hui qui va être peut-être rentable, je ne sais pas, ça, l'avenir nous le dira. Mais... J'ai vu sur leur site que le Palette 2 était toujours en vente, hein, avec un petit rabais, tout à fait. Donc voilà, donc ceux qui sont passionnés et qui n'ont pas beaucoup de sous peuvent quand même aussi profiter de cette technologie-là, mais moi je trouve ça... je suis un béotien total, hein, moi, par rapport à l'impression 3D. On a beaucoup parlé d'impression 3D dans ce podcast avec Xavier, entre autres, mais chaque fois que je vois des trucs comme ça sortir, et alors là, pour le coup, c'est presque magique aussi. Je sais pas ce qu'en pense Thierry, du coup, lui, il va se faire imprimer des trucs. On est deux, hein, Marc. on est deux. Non, j'ai beaucoup d'admiration sur les images de notre collègue Xavier, parce qu'effectivement, il est en train de réaliser un petit buggy, une petite voiture. Et là, quand je vois, quand il appuie sur les suspensions, la direction, et puis de voir que... Excusez-moi. Il a même réussi à modéliser les pneus, donc avec un matériau plus souple. Ouais. Je suis bluffé. Ouais. J'ai toujours hésité à m'acheter une imprimante, mais en fait, je crois que j'en aurais pas l'utilité. Je me pose la question là à qui peut servir ce modèle là avec toutes les couleurs. Je sais pas si Picaboo, t'as une idée de des architectes, des designers, des gens qui font des impressions de modèles très compliqués, qui ont des difficultés par exemple, des modèles qui auraient à l'intérieur des choses qu'il faudrait creuser, qu'il faudrait soutenir, etc. Il est difficile d'aller récupérer ensuite les supports qu'on met à l'intérieur. Donc, on va mettre un filament qui va être délayable dans l'eau, qui va se dissoudre dans l'eau, et pour faire ce mélange d'impression, à un moment donné, on imprime avec un filament qui est un filament normal, qui va rester la forme, et à l'intérieur, on met un filament qui s'appelle du PVA, et ce PVA, quand on le met dans l'eau, il se dissout. Ce qui fait qu'on n'a pas besoin de les tripatouiller à l'intérieur du truc, qu'on peut pas accéder, et on va récupérer un modèle fini. On le tord, et c'est fini. Par exemple.
Mais c'est ingénieux. Moi, je trouve que parmi toutes les technologies qui sont à portée de tout le monde aujourd'hui, on a déjà parlé budget. Alors, c'est pas du simple à 100 fois plus cher, mais il y a déjà des outils aujourd'hui qui permettent de faire des choses pas mal du tout. Et je trouve que c'est sans doute un des domaines technologiques grand public, pour le coup ici, des plus ingénieux qui soient à l'heure actuelle. Tout est pensé, tout est réfléchi, et ça reste malgré tout accessible. Je pense que la dernière fois que j'ai vu des trucs aussi poussé ingénieux, entre guillemets, pour le grand public, c'était quand on faisait de la photographie à la maison, qu'on faisait du développement dans sa cave ou dans son grenier. Vous voyez un peu l'idée ? C'était un peu le même, tu vois, il y avait un côté artistique, il y avait un côté technique, il y avait un côté, voilà, un peu chimique aussi, et là, on est de nouveau sur ce type de concept, en gros, voilà, sauf qu'on ne se fait pas tirer le portrait en 3D. Ça on ne fait pas encore, ce qui est assez logique. Quoique, ça vient. Ça vient. Oui. Et voir sujet précédent. J'ai presque envie de dire. Bon, allez, on passe à la suite. Bah oui, on est obligé. On a un Suisse dans l'équipe. Il faut parler pognon. C'est Facebook et Instagram qui ont envie de nous rendre, c'est les créateurs de contenu, un peu plus riches. Ça me fait un petit peu sourire, mais tu vas nous expliquer ça, tiens. Oui, mais je vais faire très très court parce que ça m'a fait aussi très sourire. Et on échangeait aussi à l'intérieur du Slack sur le modèle, et vous en avez traité le sujet sur un autre épisode des technos, de cette arrivée chez Apple du modèle économique qui permet aux créateurs de contenu de gagner de l'argent, toujours avec la même marge comme sur les apps, et avec un tarif dégressif. Voilà. Je fais une parenthèse. Tu dis gagner de l'argent, moi je dis demander de l'argent. En gagner, ça, c'est autre chose. Oui, alors, ça, c'est sur le papier. Je te rappelle que je suis suisse et je parle d'argent, donc c'est un truc un peu contradictoire. Ouais. Non, alors, sur le papier, ça a l'air prometteur. Et d'ailleurs, quand Facebook, Instagram, puis pour la petite histoire, c'est la même maison, nous dit, on va vous aider à gagner de l'argent, là aussi, ça me fait un petit peu tousser. Oui, mais en gros, on sent une mouvance. J'en avais parlé avec Clubhouse aussi, qui est venu avec un outil. Alors là, pour le coup, Clubhouse, je vais voir si le modèle va être appliqué, parce que Clubhouse vraiment jouer la carte de tu crées du contenu et tu gagnes cet argent par toi-même, et on n'y touche pas, hein. C'était l'annonce qu'avait fait Clubhouse en disant il y aura juste les frais de transaction chez un Stripe, parce qu'il faut louer leur infrastructure. Pour Facebook, pour Instagram, on est très vite tenté de penser que ça va concerner tout le monde. Là, je vous parle de Clubhouse avec leur outil de monétisation. À ce jour, je connais pas de Français ou d'Européens qui a pu bénéficier de ce programme, hein, puisque c'est d'abord toujours testé aux États-Unis. Et là, après, quid de Facebook et Insta sur la quote-part qu'ils vont percevoir, sur le fait que, voilà, ils nous vendent l'idée qu'ils vont mettre à disposition des outils pour faciliter la possibilité de les monétiser. Voilà, comme ça, on va arrêter de dire gagner de l'argent, parce qu'en fait, il n'y a pas de promesse non plus par rapport à ça. Toi, tu le sais, hein, Marc, depuis que le podcast existe, tout le monde s'est essayé à dire on peut gagner de l'argent. On a vu plein de gens, chaque année, hein, c'est l'année du podcast, tout le monde découvre cette technologie qui date de 2004, 2005. On avait vu effectivement déjà des acteurs s'essayer. Là, il y a un peu moins de temps, moins de 1, 2, 3 années, on a vu des portails venir s'improviser comme étant la solution pour les créateurs de contenu gagner de l'argent. À ce jour, j'enfonce une porte ouverte, je connais pas de podcasteurs qui gagnent leur vie, à part bien sûr nos amis français en la personne de l'animateur des j'ai oublié son nom, Patrick Béja. Mais qui lui s'est trouvé des solutions différentes, puisque il y a du Patreon, parce qu'il y a d'autres plateformes sur lesquelles il vous propose, vous, auditeurs, de déposer un peu d'argent pour financer son travail. Puis après, il y a aussi, comme on dit au Québec, les commanditaires ou sponsors qui viennent un peu à l'image de notre ami Bruno Guglielminetti, qui s'est retrouvé à avoir effectivement des commanditaires qui l'ont soutenu pour plusieurs épisodes, voire plusieurs saisons. Mais c'est des cas vraiment
très très particulier. Puis on a ce gros décalage aussi, et puis cette news, c'est aussi un petit peu pour le rappeler, entre ceux et celles qui produisent du contenu aux États-Unis ou en Amérique en général, et ceux qui le font en Europe ou qui essayent de le faire. Il y a toujours ce sacré décalage. Je veux pas faire une chronique que pour le podcast, mais encore une fois, quand je vois les chiffres des écoutes de podcasts, de téléchargements de podcasts sur le territoire américain ou l'Amérique du Nord en général versus l'Europe, eh ben il y a toujours ce décalage, ça décolle pas, c'est pas les mêmes audiences, c'est pas les mêmes habitudes, c'est pas les mêmes réflexes. Voilà, donc j'attends de voir parce qu'effectivement, on en avait parlé aussi. Ben, la voix va débarquer sur Facebook, hein, ça y est, ils n'ont pas attendu 15 ans pour essayer de copier Clubhouse. Et puis cette annonce par rapport à Insta et Facebook, ben, c'est une suite logique pour dire ben, on a aussi prévu le coup, maintenant on verra. C'est ça. On verra qui pourra en profiter. L'idée maintenant, c'est de donner de l'argent, enfin de faire des promesses et de donner de l'argent aux gens. J'ai l'impression que c'est un peu ça l'idée. Alors, ce qui est intéressant, c'est dans l'article que tu as épinglé, parce que je le rappelle, toutes les sources qui nous servent à compiler cette revue de presse, on les met sur notre site lestechno.be, et c'est en description du podcast et de la vidéo sur YouTube. C'est un article publié par CNET France. Et alors, ce qui est intéressant, c'est quand même, c'est l'angle qui est donné à l'article, c'est à un moment donné, il est marqué, donc qui est un outil en développement, des boutiques en ligne pour commercialiser directement les produits mis en avant par les créateurs et leur permettre de percevoir une commission. C'est trop généreux. Franchement. Mais non, monsieur est trop bon. Vous êtes trop bon, vous allez même nous donner une commission sur notre travail. Voilà, ça c'est l'axe qui est donné, et c'est un petit peu ce que tu disais par rapport au podcast aussi, c'est un petit peu, voilà, on va leur donner les miettes. Voilà, alors, au-delà de ça, et puis Kabou, mon avis sera de mon avis aussi, il y a aussi tout un aspect qu'on balaye du revers de la main avec ce type de proposition un peu malhonnête, c'est qu'il y a des gens qui font les choses par plaisir aussi, par hobby, par passion, par esprit de partage. Alors tout ça, ça peut glisser sur la cuirasse de ceux qui sont les plus froids et les plus avec un portefeuille à la place du cœur, c'est possible, mais ça existe. Il y a des gens qui font ça pour le plaisir. Alors, on crache pas sur l'argent, il faut être clair, mais on ne le fait pas pour l'argent. C'est ça la différence. Et là, ça crée, tu vas donner ton avis, Picaboo, mais ça crée une dérive. Ça provoque quelque chose chez l'humain qui n'est pas nécessairement la meilleure des facettes de celui-ci. L'argent dans le podcast, c'est pas une bonne idée. Moi, après ça c'est un avis personnel, donc très personnel et probablement très minoritaire. À l'époque où on vit, parce que je pense que beaucoup de gens qui se sont lancés depuis quelques mois se sont lancés pour une seule et même raison, qui était certainement pas le partage et certainement pas l'idée d'instruire les gens ou de rapporter du bonheur ou d'une distraction. Je pense que la raison était plutôt du côté de la poche de pantalon. Voilà. Ça c'est mon avis personnel. Après, chacun fait ce qu'il veut. Hein. Ils ont le droit. Mais pour moi, le podcast, de façon générale, c'est pas l'argent à la base. Et si on y met l'argent, on se retrouve avec un énorme piège qui va être qu'on va perdre en qualité. Enfin, en qualité, peut-être pas. On va monter en qualité, mais on perdra l'instantanéité, on perdra tout ce qui a fait l'attrait du podcast à la base et qui faisait qu'il y avait une liberté dans ce média, qui faisait que et quand il va falloir ramener de l'argent, et c'est pas d'ailleurs que Facebook, Instagram, etc. C'est iTunes aussi avec Apple qui aujourd'hui va lancer du podcast payant. Ça va poser un gros problème à terme. De mon point de vue, je suis absolument pas un expert, donc je vais pas me prononcer, mais ça va poser un problème. Ça perdra de l'intérêt, ça va en plus effacer ceux qui sont encore des gens qui font ça pour le plaisir et qui ont pas forcément les médias derrière, qui ont pas forcément la grosse communication derrière, etc. Pour moi, c'est pas bien. L'argent dans le podcast, c'est pas bien. Voilà, c'est ce que je traduis en 2 mots. On va pas rester là-dessus non plus pendant des heures. D'autant que Thierry sait très bien que j'aime pas parler podcast dans le podcast. C'est une mise en abîme que trop de gens font, à mon sens. Mais c'est clair que à côté si on n'a pas la motivation, c'est un petit peu comme sur YouTube, hein, d'ailleurs, notre expérience que tu as faite également, Picaboo, c'est que à côté de ceux qui sont payants, ceux qui marchent dans le système publicitaire, la publicité, machin, etc., les autres n'existent
n'existe plus du coup parce qu'ils rapportent pas d'argent. Donc voilà, c'est ce côté-là, cette équité-là qui est compliquée du coup, c'est difficile de garder le cap entre ces différents formats, ces différents principes, parce que oui, on peut imaginer de gagner de l'argent avec ce qu'on veut. C'est pas, moi, je ne critique pas les gens qui essayent de gagner leur vie, c'est pas la question. Mais ceci étant dit, si on se réfère un peu aux références que certains aiment utiliser et dont ils abusent, qui est de dire c'est un peu la radio libre. Oui, c'est très bien, mais la radio libre c'était gratuit. Et ce qui a fait le succès de la radio, c'est la gratuité et la mobilité. Ça fait partie de l'ADN de la radio. Alors après, vous me direz, oui, mais la publicité, c'est une forme de rétribution. On paye en écoutant de la publicité. C'est pas faux. C'est une dérive. c'est tout ce que je peux dire. C'est qu'à un moment donné, oui, évidemment, tout ça rentre dans un système économique et il faut approvisionner ce système économique. Mais pour l'utilisateur final, il n'a pas sorti d'argent sonnant et trébuchant de sa poche pour pouvoir écouter France Inter, RTL, Europe 1, ou que sais-je, ou la TSR, ou je dois toutes les citer maintenant, ou la RTB, mais voilà. Et donc, d'ailleurs, t'as dit TSR, c'est la RTS. Oui, c'est la RTS maintenant, effectivement. Comme quoi, je suis vieux. Oui, c'est pas ce que je voulais dire. Si vous avez une opinion là-dessus, un commentaire à formuler, n'hésitez pas à le faire en commentaire. On sera aussi, on essaiera de répondre si vous avez, si vous voulez. Alors on nous dit aussi, oui, vous pouvez faire des placements de produits, etc. Oui, moi je veux bien faire des placements de produits, mais ce que je ne veux pas, c'est jouer avec la vie des gens. La vie, pas la vie. On n'en est pas là. Mais essayer de pousser un produit. Alors, qui vous dit que je vais vous dire la vérité, du coup, puisque vous savez que je gagne ma vie avec. Il y a un biais, là, aussi, qui pose problème chez tout ce qui est ce qu'on appelle les influenceurs, qu'ils soient technologiques ou make-up ou que sais-je, qui vous disent monts et merveilles sur des produits. Ils sont payés pour le dire. C'est de la publicité, de la vraie publicité. Et ça, c'est beaucoup plus dommageable qu'un écran publicitaire en radio ou en télévision, clairement affiché avec un joli jingle devant et un joli jingle derrière qui vous dit allez faire pipi, c'est maintenant. C'est toute la différence qu'il y a. On peut peut-être passer à la suite, parce que voilà, on a bien parlé, on en reparlera peut-être à l'occasion, mais pas là. Il suffit. Alors là, on m'a mis un titre, ça c'est bien. C'est assez chouette. C'est imprononçable. C'est pas moi, chef. C'est pas moi. Comme je sais pas prononcer, tu vas me dire comment on fait. Non, c'est ça. C'est O comme Open iStack. Open iStack, on va dire ça comme ça, on va le dire comme ça. HAYSTACK. L'open source pour créer vos propres AirTags. C'était les annonces de la semaine passée, ça, les AirTags. Ouais, mais cet article-là date d'un peu avant. Puisque avant la sortie des AirTags, donc annoncé Apple et qui était attendu depuis je ne sais plus combien de temps, il y a une petite bande de chercheurs qui se sont amusés à aller farfouiner dans le système de réseau localisé, ce qu'on appelle localisé ou je sais plus comment ça se dit en anglais du coup, puisque je l'ai maintenant qu'en français. Ouais. Mais le Find My, je ne sais plus quoi. Voilà. Et ce réseau localisé que génère Apple avec tous ces iBidules, ils ont été farfouinés un peu dedans, ils ont un peu démonté le code, etc. pour voir comment ça fonctionnait. Et ils se sont dit, tout bêtement, pourquoi est-ce que nous on ferait pas la même chose, et puis en plus ça serait compatible. Et c'est tout un petit peu l'intérêt de l'article que vous retrouverez donc dans les liens, c'est que ils ont réussi alors d'abord, en farfouinant, ils ont trouvé 2 failles. Oui. Dans le principe, dans le système localisé donc d'Apple, qu'ils ont signalé à Apple et qu'Apple a corrigé d'ailleurs entre parenthèses avant donc la sortie des AirTags au final. Donc ça c'était pas une mauvaise idée du coup, mais en même temps ils en ont profité pour faire un petit open source, donc ce qu'ils appellent donc le Open iStack. Ou A-Stack, je sais pas comment ça se dit, voilà, bon, je suis pas très bon en anglais. On se moque pas. Hein. Non. Et donc, ils ont fait. Et donc, vous pouvez, si ça vous amuse et si vous voulez mettre un petit peu les mains dans le code et dans le terminal, etc. Alors, sous Mac,
Je précise, pour le moment, je pense que ça viendra peut-être sous d'autres plateformes, Linux, etc. après, mais pour le moment, c'est sous Mac. Ils ont mis en place un petit logiciel que vous trouverez sur GitHub et vous pouvez l'installer, moyennant quelques lignes de code, etc., moyennant un plugin à installer sur mail. Alors, je ne sais pas pourquoi sur mail, j'ai pas été fondamentalement traité le truc, mais pour tout vous dire, j'irai tester parce que ça m'intéresse quand même de voir si on peut vraiment créer un AirTag par soi-même. Et donc, vous pouvez créer un AirTag par vous-même avec des petites cartes informatiques des petites cartes programmables, qu'on trouve aujourd'hui sur les sites de e-commerce, qui s'appellent les microbits. Et ces petites cartes vous permettront de fabriquer, donc de programmer un petit AirTag avec son propre nom, avec sa propre détection, et qui sera parfaitement compatible avec le réseau localisé d'Apple et que vous pourrez localiser avec votre iPhone ou avec votre tablette ou avec votre ordinateur au final. Il vous faut pour ça un ordinateur Mac, il vous faut mail d'installer dessus, il faut pouvoir mettre un peu les doigts dans le code, il faut savoir que ça va désactiver la protection Gatekeeper qui est la protection de cryptage du Mac, mais après vous le réactivez une fois que c'est installé. Mais voilà, vous avez la petite solution qui vous permettra de faire autant d'AirTag que vous voulez. C'est encore au niveau de la bidouille, mais ça ouvre une porte quelque part. Souvent c'est encore une bêta. C'est encore une bêta, c'est même peut-être une alpha, vu qu'il faut quand même booter, rebooter, débooter, machin, etc., défriser, enfin bref. Mais je trouve que c'est prometteur, par contre. Et tout ça vient de l'idée qui existe déjà depuis quelques temps maintenant, qui est de localiser son Mac. C'était un peu le même principe au départ. C'était la base du truc où relocaliser son iPhone quand on pense l'avoir perdu, ça va sur ça confère de la même idée, on va dire, et c'est vrai que ça peut servir, il n'y a pas que Apple dans le monde, ça peut servir à un tas d'autres personnes, et si ça peut s'ouvrir comme ça au monde, pourquoi pas finalement, c'est plutôt pas mal. Est-ce que ça veut dire qu'on peut imaginer développer du hardware moins cher, parce que j'ai trouvé les AirTags quand même bien vendus, On est chez Apple. Alors le microbit, c'est pas cher. Ouais, microbit, c'est une petite carte de rien du tout. Oui, Oui. Alors après, il faut le. Ça doit avoir 15 ou 20 balles, à tout casser. Ouais, mais en même temps, c'est pas le form factor. Le form factor est pas top non plus. Va falloir le customiser un petit peu. Un peu d'impression 3D. Oui, c'est ça. 3D, non, mais parce que les AirTags, on est autour des 40 euros, 39 euros. 35 euros. Pour l'AirTag tout seul. Contre une vingtaine pour Ok. Ouais. Contre une vingtaine contre cette alternative. Ouais. En gros. Plus le truc qu'on va mettre autour. Je pense que c'est ça, parce que là, je pense que la force d'Apple avec leur AirTag, c'est qu'il y a déjà toute une série d'accessoires qui ont été créés, qui sont liés. Donc voilà, ça va faire partie, le form factor de leur truc. C'est commercialement, ça se justifie complètement. On est clairement là pour des bidouilleurs et des bidouilleurs qui auront ce qu'il faut pour mettre autour, qui auront ce qu'il faut pour faire les accessoires nécessaires, etc. Ils vont se débrouiller, les bidouilleurs. Voilà. Oui. Donc c'est clairement pour ça. On peut compter dessus. C'est pas monsieur Madame Michel qui va utiliser ça pour s'amuser à faire du code, quoi. Ouais. Petite parenthèse. A priori, pour avoir juste petite parenthèse, il est important de savoir que vous ne pouvez pas espionner quelqu'un avec des AirTags. C'est-à-dire que si vous avez un AirTag qui vous suit partout, votre smartphone ou votre ordinateur va vous dire attention, il y a un AirTag maléfique, je vais lui dire ça comme ça, qui vous est suivi, quoi. Donc c'est plutôt bien pensé, ça, pour le coup. C'est malin. Ah, ok, c'est d'accord. Malin. Ouais. Vous pouvez avoir un AirTag dans votre sac à dos, à vous, ou sur votre vélo à vous, enfin, encore le vélo, je sais pas sûr, mais... Il va te signaler que ton vélo te suit. Voilà, mais vous ne pouvez pas mettre un AirTag dans le sac à dos de votre femme, par exemple, puisqu'elle a un iPhone, et que l'iPhone détectant l'AirTag, l'AirTag sonnera et lui dira, attention, t'es suivi par un truc qui n'est pas à toi. Voilà, donc offrez à vos épouses, offrez-leur des Galaxy. Tu vas te faire des copines. À propos de commander des AirTags, pour avoir discuté avec certains de mes amis qui en ont acheté, eh bien, ça connaît un vif succès et le délai d'approvisionnement, enfin de livraison, est en train de s'allonger au vu effectivement du nombre de gens qui se ruent sur ce bidule. Moi, je pensais pas que ça allait avoir un tel succès. On en reparlera certainement dans un autre épisode, mais on est aussi face à une pénurie de semi-conducteurs et de matériaux divers et variés qui met à mal une partie de l'industrie, entre autres automobile. En tout début, je parlais de Peugeot. Sachez que certains modèles sortent aujourd'hui avec des compteurs analogiques.
sans rire, hein. Ils ont changé dans certains modèles, je pense que c'est à 408, où ils remettent des compteurs kilométriques analogiques parce qu'ils ont des problèmes d'approvisionnement. Donc voilà, c'est une petite parenthèse. On approfondira ce sujet à l'occasion si vous le voulez bien. On peut passer à la suite. La suite qui est un sujet qui n'est pas d'actualité, il faut bien le reconnaître, c'est un sujet WC. C'est le sujet de vieux con, en gros, qui a justement rapport avec ce chiffre, le 308, épisode 308. Et toi, ça t'a parlé. Voilà. Oui, quand j'ai vu épisode 303, moi, voilà, mais mon cerveau a fait qu'un bond, déjà qu'il a moins en moins de neurones, parce que le chiffre 303, alors pour plein de raisons, pour évoquer plein d'autres choses, mais moi, le 303, ça me fait penser à la 303, et c'est pas une bagnole, c'est chez Roland, et oui, c'est effectivement cette fameuse boîte à rythme, la TB303, qui a bercé, je veux dire, mon adolescence pour m'a amené à aimer la musique électronique. Donc oui, je joue et j'assume mon rôle de vieux con, mais j'adore et je continue à adorer la musique électronique, et la 303 a fait partie intégrante de ce patrimoine. Voilà, vous entendez effectivement le son typique, et puis la vidéo que je partage avec vous, c'est un gars qui s'est amusé à créer une pattern. On a le droit de la diffuser parce qu'en fait vous la trouvez sur YouTube, mais vous allez voir les progressions. Le mec, c'est un fou furieux puisqu'il a réussi à créer une pattern, c'est-à-dire un morceau de la boucle de musique d'un célèbre groupe français qui je vous avais annoncé sa séparation, les Daft Punk, voilà. Ouais. Donc ça boucle la boucle, hein, dans une machine qui fait des boucles et qui s'appelle la 303, tout est bouclé, tout tourne en rond, voilà. Pas besoin de dire plus, mais allez faire un tour sur Internet, allez essayer d'écouter le son de cette machine. Elle est encore réutilisée par certains musicos. Et puis si vous avez comme moi la nostalgie de cet appareil, sachez qu'elle existe aussi en application iPad. Bien sûr. C'est juste bluffant. Bon, maintenant, effectivement, les puissances de calcul de nos e-devices sont telles qu'on peut se permettre de faire de belles choses, quitte à émuler un appareil qui tenait presque dans la poche. Ouais, ok, il est un peu comment dire encombrant, mais il était quand même sympa à transporter comme ça dans des raves ou dans des concerts. Oui, c'est assez compact quand même. Hein. Le TB303, c'est un appareil qui n'a pas d'âge. Enfin, si, maintenant il en a un certain. C'était le début des années 80, hein, 83, 84, quelque chose comme ça. Et donc c'est le genre d'instrument effectivement qu'on retrouve maintenant dans les studios, parce que même s'il existe des émulateurs, il existe plein d'appareils qui font comme. Hein, je pense à une application comme Reason par exemple qui émule un tas de sons sans les nommer parce qu'il y a des droits sur les marques et sur les modèles, donc ils sont obligés de biaiser un petit peu et donner des noms un peu farfelus des fois, mais qui rappellent en tout cas ce que c'est, et on peut jouer avec. Les puristes et les ingénieurs du son qui doivent mixer ce genre de choses préféreront toujours utiliser les bonnes vieilles boîtes avec lesquelles on a joué par le passé et qui ont ce son particulier, cette couleur un peu particulière. Des fois c'est des faux aussi, hein, du souffle, machin, etc. C'est un petit peu particulier, effectivement. J'ai donc dû moi aussi aller à la cave et ressortir la TR505 qui est sortie bien après la TB 303, parce que après la TB 303 il y a eu le TR303 au milieu des années 80, et ceci ça date de la 505. Je pense que c'est fin des années 80, début des années 90 90 si je ne dis pas je vois que je suis pas le seul WC à bord, voilà. Voilà, c'est ça. Alors si on veut aller jusqu'au bout de l'idée, si vous voyez ici derrière moi, il y a le fameux Korg MS-20 que j'ai dans mon petit musée personnel également, et qui lui date d'avant le TB303 en l'occurrence, qui date de la fin des années 70, début des années 80, produit je pense de 78 à 83, qui a été réédité par Korg il y a quelques années maintenant dans un form factor plus petit. Voilà, et il existe aussi une version numérique, il y a moyen d'émuler ça. Ouais. C'est de l'analogique, hein, c'est-à-dire c'est des oscillateurs, c'est du j'ai oublié le mot, ou je vais pas arriver à le prononcer, c'est pas grave, soustractif, voilà. C'est voilà.
Pour ceux qui le MS-20, pour ceux qui ont fait des études d'électronique, pour étudier les filtres et des choses comme ça, et les oscillateurs, c'est juste parfait parce que vous pouvez patcher le truc comme vous voulez. Voilà. Ouais, c'était donc effectivement la séquence nostalgie. Voilà, séquence petite nostalgie, je dirais pas ça, mais voilà, Non, mais allez faire un tour sur la vidéo de ce Musicos qui pratique pas mal de morceaux connus, et c'est assez bluffant parce que le mec il maîtrise beaucoup, puisqu'effectivement tout est analogique, il travaille sur les longueurs des fréquences, sur leur forme, et effectivement à la longue, il se rapproche de plus en plus du son Daft Punk pour cet exercice quasiment en temps réel, puisqu'il explique tout, et vous voyez à l'écran, ça a l'air simple, mais il faut maîtriser effectivement pour arriver à faire ça. Voilà qui conclut donc cet épisode 303. Alors qu'est-ce qui va nous sortir au 304 ? Ils sont partis maintenant pour... peut-être. On nous a fait un tout petit reproche la semaine dernière. C'est vrai que ça fait un moment qu'on ne vous pose plus de questions un peu idiotes pour savoir si vous avez été au bout de l'épisode. Ah oui. Voilà. Donc, alors 303. Je vais poser une question. Non, c'est un peu simple. Quoique, mais ceci dit, je vous ai parlé d'une marque de voiture en tout début d'épisode. Ah oui, pas mal. Donc voilà. Mais cette marque de voiture, en plus, si vous avez la marque de la voiture, vous connaissez la ville d'origine de cette marque de voiture, une équipe de foot très connue aussi d'ailleurs. N'hésitez pas à le mettre en commentaire pour savoir si vous êtes arrivé à la 65e minute de cet épisode 303. Il va y avoir un bonus dans les jours qui viennent, dans les minutes qui viennent pour ceux qui nous suivent en direct. Restez donc avec nous. Merci Picaboo, merci Thierry, et on se dit donc à très bientôt. Prenez bien soin de vous.